Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Garage que j'ai le plaisir de présenter avec Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alex. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va, je te remercie. Le Garage, c'est donc chaque mercredi à 21h une nouvelle émission. C'est également 24h sur 24 sur le site watch.tv ainsi qu'en podcast sur iTunes. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous nous suivez, réagissez sur les réseaux sociaux. Je l'ai à moitié avalé celui-là. Avec le hashtag Le Garage TV. Au sommaire, cette semaine, on parlera de la Mazda 3 qui se refait une beauté, de la nouvelle Audi A5. Peut-on redéfinir une icône sans perdre son âme ? Ce sera la question qu'on se posera. Et puis quelques idées cadeaux, juste pour Noël. Avec nous pour en parler cette semaine, nos précieux camarades qui nous honorent de leur présence et leur expertise. À commencer par Michel Holtz. Salut Michel. Salut les chefs d'atelier. Ah, je vois qu'il y a de la jeunesse comme la semaine dernière, c'est parfait. C'est parfait, on l'a reconduit. On a décidé de refaire une tentative. On donne sa chance au produit. Il était bien, pour un début, il était très bien. Quand... Et donc, Nicolas Hédé à ma gauche. Salut Nico. Salut à tous, ça me fait toujours autant plaisir. Et notre jeune ami Cédric Pinatel. Salut Cédric. Salut. Eh bien, merci d'être là à nouveau. Ah bah, c'est moi qui te remercie à nouveau. Voilà, les présentations sont faites, à tout de suite. Voilà, on va démarrer avec cette compacte japonaise, compacte un petit peu trop méconnue à mon goût, je dirais. Alors, c'est un facelift, c'est pas vraiment une nouvelle génération, pardon. La Mazda 3 qu'on a essayé il y a quelques jours. Je vous propose qu'on regarde l'essai et on se retrouve tout de suite. Encore une compacte et pas des moindres parce que c'est quand même une des meilleures de son segment. Je suis avec Jean-Christophe Lefebvre. Salut Jean-Christophe. Et salut Alex. On essaye la Mazda 3, on va dire le facelift, le renouvellement de milieu de vie de cette compacte japonaise. Il n'y a pas grand chose qui change, Jean-Christophe, c'est un renouvellement à minima, j'ai envie de dire. Oui, c'est-à-dire une voiture bien née, pas trop besoin de la changer d'un point de vue stylistique. C'est pour ça qu'on voit à peine qu'il y a de nouveaux feux à l'avant. Et, une calandre un peu travaillée, des pare-chocs à l'arrière, mais c'est vrai que globalement, il faut vraiment les mettre l'une à côté de l'autre pour voir la différence. Il y a un entourage chromé sur la calandre qui est différent, mais pour le reste, c'est surtout ce qui ne se voit pas qui a changé. Voilà, donc de l'équipement de sécurité, on commence à connaître, maintien en ligne, freinage d'urgence, etc. Un nouveau moteur diesel également, alors qui avait déjà été présenté sur la fin de vie de la première phase de cette Mazda 3, oui. Qui inaugure quand même un petit système particulier qui est je vais pas dire un ambianceur parce que c'est exactement le contraire. C'est un système qui va réduire les vibrations et donc les bruits du diesel. Et c'est vrai que là, on est dans une version essence. Mais je peux vous assurer que par rapport à la version diesel de 105 chevaux qu'on a essayé hier, c'est difficile de faire la différence à la sonorité intérieure. Oui, c'est une petite pièce mécanique qui vient se mettre dans la tête de cylindre, là, l'articulation, comme un petit rouleau, et qui suffit à, manifestement, atténuer les bruits du moteur. C'est valable sur le diesel de façon extrêmement évidente. On s'était fait la remarque hier en se disant mais c'est bizarre, qu'est-ce qui a pu changer ? C'est le niveau sonore qui était déjà bas et qui est encore plus bas. Alors autre caractéristique chez Mazda, c'est la finition qui est sans cesse en progression. Il n'y a rien à dire sur les assemblages, c'est vraiment qualitatif. Il faut souligner quand même que cette voiture est fabriquée au Mexique. Audi vient d'y arriver avec son nouveau Q5, mais ils ne sont pas les premiers. Mazda a inauguré l'usine mexicaine en 2014 pour fournir le continent américain et l'Europe avec cette Mazda 3. Et il y a aussi une Mazda 2 qui est fabriquée là-bas. Et on peut dire que les Japonais savent toujours aussi bien fabriquer des voitures. Voilà. On va parler un peu des sensations de conduite. Toi, je crois que tu apprécies le châssis de la voiture. Oui, toujours déjà précédemment, mais alors là encore plus, parce qu'aujourd'hui on a des voitures qui vont un peu dans tous les sens, qui veulent exagérer le comportement, alors qu'ici on a une voiture qui est très homogène, une synthèse. On cite souvent Peugeot en exemple. Cette voiture est équivalente en comportement, en confort et en agrément de conduite à une Peugeot 308, sans problème. Moi je préfère même celle-là qui est plus précise, plus fine, avec un système sur la direction
que je trouve très efficace, le fameux Skyactiv qui gère et la motricité et le comportement en virage. Tu veux parler du G-Vectoring qui est un régulateur de couple, c'est ça? Tout à fait, oui, un régulateur de couple électronique, mais qui agit quasiment comme un viscocoupleur et c'est vraiment très agréable, y compris en ligne droite finalement, comme maintenant sur autoroute, où on n'est plus obligé d'avoir ces petites corrections incessantes. Bon, il s'agit d'un guidage du train avant souvent, hein, des petites corrections incessantes qui fait qu'on s'en rend pas compte, mais on est tout le temps en train de corriger avec la nuque sur l'accélération, le freinage ou le roulis, le tangage. Donc là, il n'y a plus rien à dire, c'est parfait pour moi. Donc 3 niveaux de finition, elle démarre à un petit peu plus de 23 500 €, 23 600 je crois pour une version essence 120 chevaux. Elle est disponible en boîte auto pour 2000 € de plus. Oui. C'est un petit peu cher, mais la boîte est bien, franchement. Ah bah écoute-moi, ce que j'aime, c'est d'abord elle est fabriquée par par Mazda, excuse-moi, non mais... Et puis surtout, bon c'est une scie rapport, mais délicieuse parce que sans à-coups, délicieuse parce que bien gérée sur son électronique, elle est jamais trop tard, jamais trop tôt, les passages sont... Et puis elle fait un petit talon pointe sur le rétrogradage qui est quand même assez étonnante pour une boîte automatique à convertisseur, hein, parce qu'on voit ça sur les boîtes robotisées. Et là sur une boîte à convertisseur c'est assez marrant, c'est pas désagréable, c'est gratifiant en fait. Qui plus est, sur le diesel, on a observé ça, alors c'est quand même assez paradoxal, mais c'est vrai qu'on peut s'amuser avec une boîte comme ça, c'est sûr. Moi je te sens conquis, on achète ou on n'achète pas cette Mazda 3? Moi je l'achèterais, oui. Alors je suis pas sûr que je mettrais les 2000 € de plus pour la boîte auto, mais enfin ça chacun voit. Mais à ce prix-là, elle est dans le marché, elle présente bien, elle est bien assise sur la route, elle est valorisante, mais elle en fait pas trop. Je vois pas trop ce qu'on peut ajouter par rapport à une Audi A3, A4 par exemple. Hein, c'est pas la peine de mettre plus cher. Hein. Merci Jean-Christophe. Je t'en prie, à bientôt. Voilà pour la Mazda 3. Michel, Jean-Christophe dit c'est pas la peine de mettre plus cher, mais c'est quand même pas donné une Mazda 3. C'est bien, mais c'est pas donné. Michel. Oui, c'est pas donné. C'est quand Jean-Christophe Lefebvre parle des prix du marché, il parle du prix du marché premium ou ce qu'on appelle entry premium. C'est le prix d'une Golf, 35 000 €. C'est le prix presque d'une Audi A3. Donc on est à ce niveau-là. Le problème, c'est que Mazda, on ne le met pas automatiquement dans cette gamme-là. On le met dans une gamme généraliste japonaise que ça pourrait être. C'est le problème de Honda aussi. Ça pourrait être Honda, ça pourrait être Toyota, une espèce de généraliste vague et japonais. Alors que c'est vraiment autre chose cette voiture. Et j'aimerais bien qu'on n'en parle pas trop en bien parce que, pour tout vous dire, je voudrais en acheter une et si mon concessionnaire en vend peu, il me fera une grosse remise. Donc, cela dit, 35 000 € une Golf... En réalité, elle est très très bien cette voiture. C'est une des meilleures voitures, un des meilleurs segments C aujourd'hui, c'est la Mazda 3, ancienne ou nouvelle d'ailleurs. Et comme toutes les Mazda, quand Mazda arrive sur un segment, c'est la référence. Quand elle est sur les petits SUV, le CX3, le petit RX2, pas RX2, CX3. Enfin, le CX3. est parfait. Le petit SUV est parfait. Et j'ai repris récemment un CX5 qui est leur gros SUV, la dernière voiture dessinée par Lorenz Vandenacker avant qu'il aille chez Renault. Et déjà ça, qui date maintenant de 7 ans, 5 ans, elle était vraiment bien cette voiture-là. Je rebondis juste sur la Golf, 35 000 € pour une Golf, Michel, t'achètes quand même pas des GTI à chaque fois, rassure-moi, parce que c'est plutôt le prix d'une GTI. Aujourd'hui, un TDI bien équipé en 150 chevaux, avec en le boostant un peu, en mettant des choses quand même. Hein. Ouais. C'est des prix catalogue, personne n'achète à ce prix-là évidemment, il faut bien donner des unités de mesure. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Mais rappelons aussi que Mazda, pour ce prix-là, t'as une voiture suréquipée. Hein. T'as pas à rajouter. Puis elle est jolie, esthétiquement elle sort de l'ordinaire, elle a les longs capots comme ça, c'est très joli, je trouve ça, c'est d'ailleurs ce que pratique Mazda en termes de design depuis quelques... Kodo. Le Kodo, avec la Mazda 2 notamment, que j'ai eu l'occasion d'essayer, que je trouve vraiment très très bien. Sur le segment des petites, c'est vraiment bien. Je sais pas, Cédric, t'as essayé des choses ? Non, alors, cette voiture... Pourquoi on n'achèterait pas une Mazda 3, Cédric ? Oui, non, alors, c'est une voiture qui a des solutions techniques intéressantes. C'est une voiture légère de conception, avec toujours des motorisations atmosphériques, alors que tout le monde fait du turbo en essence. C'est assez étonnant. Ils arrivent à des chiffres de consommation qui sont très bons malgré tout. Mais voilà, après... Malgré quoi ? T'as pas l'air... Non, pas fan. Non, c'est une voiture qui a
aucun gros défaut, elle est plutôt jolie à regarder, elle est spacieuse à l'intérieur, mais bon, pourquoi aller vers cette voiture-là plutôt qu'une autre? Elle est sympa à conduire aussi, parce que c'est l'italienne japonaise, c'est une Alfa Romeo. C'est plutôt sexy pour une japonaise, c'est ce qui est rare. En la conduisant. Alors, la position de conduite est italienne. On n'est pas dans une japonaise. Et c'est vrai que on a un design italien et une conduite italienne. C'est vrai que le design n'est plus consensuel que ce que fait Toyota ou ce que fait Honda en ce moment. Ah, ça, il n'y a pas photo au niveau design. Ouais, bon, alors par contre, oui, une Auris. Toyota CHR, c'est original pour une fois. Ah oui, ça change. Par exemple, si on devait partir sur Toyota, c'est détonnant. C'est une révolution en ce moment. Mais moi, j'ai le souvenir, la version précédente, j'ai pas essayé ce facelift, mais la version précédente, j'avais été étonné par la qualité, la finition à l'intérieur. Ne serait-ce que ça, c'était vraiment. Je m'attendais pas à ça de la part de Mazda. C'est une bonne voiture, mais bon. C'est pas ce que t'achèterais. C'est parce que toi, tu veux une Golf. Non, pour moi, le maître étalon de la catégorie, c'est une Peugeot 308. Maintenant, c'est ça. Alors, mais il y en a partout. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein les rues. Ouais. Et en plus, elle est pas très jolie. J'aime pas le style de la 308. Mais bon, voilà, je compare toutes les nouvelles voitures de cette catégorie à la 308, et je trouve qu'à chaque fois, la 308 ressort meilleure et devant. Donc voilà. Et Michel te dira qu'une Mazda 3, c'est mieux qu'une 308 aujourd'hui. Ouais. T'es à monté tous les niveaux. Mazda 3, Cédric a des goûts de vieux. Oui, alors oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est Ville ce qu'il vient de te dire. Ouais, non, mais il a raison. Pour un début, c'est pas bien. Alors quand même, il a dit en entrée. Il veut acheter français, je pense que c'est tout simplement. Mais c'est bien aussi. C'est bien. Oui. Petite chose intéressante, détail que relevait Jean-Christophe dans le sujet, c'est fabriqué au Mexique, et alors de plus en plus de voitures, Michel, sont fabriquées au Mexique, et plutôt bien fabriquées au Mexique. Il y a le Dia 2, il y a Volkswagen qui fabrique au Mexique. La coccinelle, on voilà, parlait la semaine dernière. Et donc cette Mazda, le Q5, mais également le Q2, je crois, en partie fabriqué au Mexique. Michel, quel est l'intérêt de fabriquer là-bas aujourd'hui ? La main-d'œuvre avant que Trump n'arrive au pouvoir, parce que pour rapatrier de la main-d'œuvre aux États-Unis, il va imposer une taxe de 35% à tout ce qui débarque aux États-Unis venant du Mexique. Donc les 35% vont largement compenser la main-d'œuvre. Donc ça va se négocier, c'est déjà en train de se négocier. Carlos Ghosn pour Nissan et les boss de General Motors et de Ford courent vers la nouvelle administration Trump pour essayer de baisser cette. Ça m'étonnerait qu'ils aient les moyens de leur ambition cette taxe. Avec cette taxe. Quand Trump a annoncé ça, dans la semaine, Ford a annoncé 2000 licenciements, histoire de marquer le coup. Donc on en est là dans les négociations. Ouais, ça va pas être simple. Bien, je vous propose qu'on passe à notre essai suivant. C'est donc l'Audi A5. Pour le coup, c'est une nouvelle génération, c'est pas un facelift. Coupé. Tu oublies de préciser que c'est coupé. En effet. Coupé. Mais alors, on dit plutôt Audi A5 et Audi A5 Sportback, qui elle est la 5 portes. On précise effectivement rarement coupé. Je propose qu'on regarde le sujet. Driss, on l'a essayé il y a quelques jours, quelques semaines. On se retrouve dans 5 minutes pour en parler. C'est un coupé, c'est une Audi. Driss, on essaye la nouvelle Audi A5. Oui, l'Audi A5 qui a été lancé en 2007. Ce qui est étonnant, c'est que c'était un produit qui marchait. Elle est seulement renouvelée maintenant en 2016, 9 ans plus tard. Oui, il y a eu un petit facelift entre les deux, mais c'est vrai que la 5, c'est quand même un des plus beaux coupés des années 2000. Son designer disait que c'était la plus belle voiture qu'il avait dessinée. C'est vrai que l'un dessin assez intemporel, et c'est quand même se risquer que d'essayer de redessiner une icône. Le design extérieur est quand même relativement réussi. Celui-ci est plus carré. Oui, et c'est vrai que c'est une très belle voiture. Le design a été légèrement revu. Tu as une calandre single frame qui est un peu plus large et plus écrasée pour donner plus de dynamisme. Tu as des flancs qui sont sculptés et ce power dome aussi, c'est-à-dire le capot qui plonge sur la calandre. Tout ça pour lui donner, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de dynamisme. Et ça se ressent d'ailleurs dans le CX qui est de 0,25 si je me souviens bien. Alors voilà pour le design. On va parler un petit peu de l'offre. Là, on essaye de la version 6 cylindres diesel 218 chevaux. Ça démarre à 190 chevaux. 190 chevaux en diesel et en essence. En essence, tu as également un modèle de 252 chevaux. Ce qui est intéressant, c'est que le moteur a été revu. Audi nous annonce une consommation en baisse de 22% et une puissance en hausse de 17%.
Alors en conso, puisqu'on a pu déjà rouler un petit peu celle-ci, on est, on va dire, en cycle normal, sans chercher l'économie, autour de 6 litres 5, 7 litres. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. C'est quand même une voiture qui est assez lourde, hein, et puis on a de la puissance, on était en montagne, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, en performance et en puissance, effectivement, les gammes évoluent, c'est un peu plus puissant. Bon, c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Au niveau des prestations, alors moi, j'ai envie de dire, c'est un coupé, ça a une tête quand même assez sportive. Moi, je l'ai trouvé un petit peu pataude, hein, quand même. Pas moi, on n'est pas d'accord. Tu vois, On n'est pas voilà. d'accord là. Pour le coup, la voiture est allégée de 60 kg. Donc je trouve que ce 218 chevaux est plutôt bien adapté. Moi, c'est plus au niveau du gabarit de la voiture. C'est une grande voiture et pourtant à l'intérieur, tu as l'impression qu'il n'y a pas énormément de place. Alors, c'est un coupé, bon. T'as essayé les places arrière? Alors, sans parler des places Ah. arrière, effectivement, les places arrière, faut pas faire plus de 1m70, 1m75, hein, sinon ça devient compliqué. Pour un gabarit comme le mien, ça convient, mais c'est aussi les places avant, si tu veux, je trouve. Alors, que... il y a quand même une petite explication là-dessus, et moi je suis d'accord avec toi, je me suis trouvé un petit peu à l'étroit. C'est que la version qu'on a là, elle a une option qui est siège au sport, et si vous êtes un petit peu carré comme Driss, surtout comme Driss, prenez pas cette option parce que voilà, on est très serré là au niveau des flancs. Je pense que les sièges classiques suffiront largement à votre bonheur. Voilà, à mon avis, ça vient de là. Mais c'est vrai que bon, la voiture est grande, mais l'habitacle est un petit peu restreint, voilà. Mais bon, ça tient du genre. Hein, c'est un coupé. Le toit est assez bas. On est assis assez bas. Voilà, ça fait partie du genre, je pense. Hein. Si on n'aime pas ça, il faut prendre une A4 ou une A6. Bon, en tout cas, on est dans une Audi et ça se voit, c'est super beau, la finition est aux petits oignons et il y a tout un tas d'options dans tous les sens. Il y en a limite un peu trop d'ailleurs des écrans. Oui, alors, tu as raison parce que on a un écran central, on a un écran derrière le volant avec le Virtual Cockpit qui est de série sur ce modèle. Et on a de série à partir de la finition S-Line, si je me souviens bien, et Deluxe Plus. Et là, on a en plus un affichage tête haute, ce qui fait que si j'ai mes informations de navigation, si je veux, sur 1, 2, 3 écrans, c'est peut-être un peu too much. On peut se passer par exemple de l'afficheur tête haute. C'est pas complètement indispensable. Ou alors, si on préfère l'instrumentation numérique, on peut évidemment, dans ces cas-là, garder le tête haute. Alors cet A5 coupé, c'est dans la continuité du renouvellement de gamme d'Audi. On retrouve absolument toutes les technologies au catalogue. Tu l'as dit tout à l'heure, le Virtual Cockpit. On a aussi toutes les assistances habituelles. Bon, mais pour ça, quand même, il faut monter en gamme et rajouter des options. Il faut monter en gamme, rajouter des options. Là, on est sur la version Design Luxe qui démarre à 62 000 €, je crois. Oui. Pour avoir une voiture bien équipée, il faut rajouter au minimum, on va dire, 10 000 € d'options. Bon, on peut se contenter de moins, comme je l'ai dit, si on ne prend pas les sièges au sport ou l'afficheur tête haute. Mais malgré tout, ça reste cher, ce qui fait qu'à la question est-ce qu'on l'achète, il va peut-être avoir une petite hésitation. Hein. Bah, là, pour le coup, je te dirais non. Non, parce que en ce qui me concerne, c'est pas un véhicule qui correspond à mes besoins. Il y a quand même une stat qui était importante et qui est intéressante. Il faut savoir que l'A5 coupé, ça représente en France 20% des ventes d'Audi A5. En Allemagne, 9%. Et aux États-Unis, 65 ou 69%. Donc clairement, si je m'installe en Californie, peut-être que j'opterai pour cette voiture. Ok, donc d'ici là, on va attendre la version Sportback, 5 portes pour toi peut-être. Ouais, je pense que ce sera plus adapté. Bon, bah, ça sera dans quelques semaines ou quelques mois dans le garage. Salut Driss. C'est terrible ça. Driss, pour une fois, il y a pas consensus Il y a débat. sur cette voiture. Il y a Ouais. débat. Ouais. Ouais. En quoi, toi, rappelle-nous, en quoi elle te séduit moins? Bah, moi, je suis le premier étonné parce qu'on en parlait tout à l'heure. Je la trouve super belle, cette voiture. Et pour autant, je reste sur ma faim. Ouais, là, je craquerai pas. Je trouve déjà que par rapport à la taille de cette voiture, j'ai l'impression qu'on a les trois, tu vois. Bon, ça, on l'a vu dans le sujet, une petite explication. On avait des pas que les sièges, hein, ouais, mais quand même, ça joue. Enfin, voilà, ça tu joue, vois, parce que... je trouve, voilà, je sais pas, je reste sur ma faim. Encore une fois, elle est magnifique, elle est très belle, mais bon, Elle ressemble beaucoup à l'ancienne quand même. Hein. je suis Bon, peut-être on pas l'a dans la, refait, je suis peut-être ouais, pas dans la ouais. tranche d'âge. Hein, Michel vous le confirmera. Hein, je suis peut-être encore un peu trop jeune pour ça. Ah bah oui, tiens Michel, qui achète ce genre de voiture? Moi, je préfère la ligne Mais de non, l'ancienne, mais bon, vous voilà. vous Ça, n'y êtes pas du tout, vous n'êtes absolument
absolument pas dans la plaque quand vous parlez de voitures un peu pâteaux, de voitures confort, C'est quand même etc. une voiture pour toi, Michel. Les clients achètent de type de voiture, que ce soit un coupé Mercedes, que ce soit ça un peu moins chez BMW, de ces coupés premium. Déjà, le client premium, il a plus de 55 ans. Donc imaginez le client d'un coupé premium, il est encore plus âgé, il a 60 ans, mais il veut faire jeune. C'est un vieux beau, il veut faire jeune, mais il a mal au dos. Donc il va acheter un coupé comme ça, Audi ou Mercedes, pour avoir l'air jeune, mais quand même être confortablement installé, et pas rouler trop vite non plus. Il a 2 petits sièges derrière, c'est juste pour emmener les petits-enfants de temps en temps. Aux États-Unis, c'est différent, parce qu'aux États-Unis, c'est une voiture féminine. C'est une voiture qui est utilisée à Beverly Hills ou dans des quartiers un peu chics. C'est la deuxième voiture, c'est celle de maman. Mais en France, c'est des personnes plutôt âgées. Oui. Et parfaites. Et je pense que même Cody est le premier à avoir compris ça. C'est faire des voitures qui ont un look de sport, qui ont un look sportif, qui soient super confortables. On peut même mettre le TT dedans. Donc, c'est ce qui a fait une des réussites d'Audi. Bon, après, il y a quelques temps, on avait fait la classe C coupé, cabriolet. On est sur un marché, on est quand même en France. On est sur un marché de niche, oui. 4000 voitures, et c'est la nouveauté qui prime à chaque fois, qui prend tout le marché, qui rafle 50% quasiment du marché. Jusqu'au suivant, Jusqu'au suivant, donc c'est pas non plus, on va pas en croiser, à part dans les quartiers chics, mais elles sont toutes là, hein. C'est un peu l'idée, quoi. C'est ça. Cédric ? Oui, alors bon, c'est effectivement, ça reste des produits niches, mais par contre, je trouve que dans cette catégorie-là, pas trop sur la table, sinon. Il y a quand même plus de concurrents qu'avant. Alors maintenant, la 5 coupé, la classe C coupé aussi, et bon, même les versions cabriolet aussi de chaque version. Bon, l'offre aussi chez BMW, la série 4 cabriolet, voilà. Et la concurrence est rude quand même. Les voitures sont réglées pour les mêmes clients. C'est vrai que c'est des voitures qui sont toujours confortables, etc. Avec des curseurs qui sont plus ou moins portés sur la conduite ou pas. Hein. La plus sympa à conduire, ça reste quand même la BMW. C'est des belles voitures dans tous les cas. Elles sont belles à l'intérieur. Elles offrent un agrément qui est quand même très sympa. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment cette A5 finalement par rapport à l'ancienne, hein. En design, on voit qu'elle est un peu plus acérée, elle est un peu plus agressive, elle est moins classique. Ce qu'elle va apporter, c'est les nouvelles technologies, la consommation en baisse. Ce qui est paradoxal, hein, parce que si on parle d'une tranche d'âge de 55 ans et plus, en général, ils sont un peu réfractaires à la technologie. Le virtual cockpit, ils s'en fichent. Oui, alors c'est un point qui est... Alors, Driss est plutôt technophile, je le suis aussi, mais dans les voitures un peu moins. Et là, on se retrouve quand même avec jusqu'à 3 écrans, parce qu'il y a le système tête haute, il y a l'écran de la navigation, il y a le virtual cockpit dans lequel on peut avoir aussi la navigation. C'est en série ou en option? Ça dépend des modèles, non? C'est une option. C'est une option, mais on peut... S'ils ont 60 ans, ils vont pas la prendre. On peut avoir jusqu'à 3 écrans. C'est censé nous dire sécuriser un petit peu le conducteur pour qu'il garde sur la route, et on se retrouve finalement à avoir des écrans à regarder partout. Moi, je suis pas sûr que ce soit aussi sécurisant que ça. Driss ? Non, on est d'accord. On est d'accord. Pour répondre à ta question, le Virtual Cockpit est de série sur les S-Line et Design Luxe. C'est ça, sur les hautes. Voilà. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est le genre d'option qu'ils laisseront peut-être de côté. Bien. Je pense que sur la version hatchback qui arrive dans quelques mois, vous aurez, comme sur la 4, comme sur la 6, vous aurez deux tablettes sur les sièges, sur les dossiers arrière. 2 écrans, évidemment. Où vous aurez encore le GPS. Et donc, vous en aurez 5. Génial. Dans toute la voiture. Et quand ce sera une voiture autonome, on pourra effectivement être derrière et regarder le GPS. Regarder un film arrière. Ou faire autre chose, je sais pas, c'est pratique. Messieurs, il nous reste quelques minutes. Si on a encore des cadeaux à faire en cette fin d'année, on vous a fait une petite sélection. On va commencer par toi, Nico, avec une fois n'est pas coutume. Alors, on n'est pas dans À quoi tu joues, l'émission jeux vidéo de Watch, mais quand même. On a le droit aussi d'en parler. Forza Horizon 3, c'est sur Xbox et ça t'a bien plu, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait... On va voir les images en même temps. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les jeux vidéo aujourd'hui, on fait beaucoup de simulations automobiles qui sont très bien faites, mais quand on a envie de jouer, on met 2 heures, il faut 2 heures devant soi pour faire les settings, etc. Forza Horizon 3, c'est pas ça. On arrive, on peut jouer 5 minutes parce qu'on est sur une map totalement ouverte. C'est hyper jouable, c'est très simple, c'est assez fun, on s'amuse avec tout type de caisse, il y en a 350, donc c'est vraiment énorme. Et on peut choisir celle qu'on veut à tout moment. Et on a tendance à changer régulièrement en plus. Alors bien sûr, c'est balisé, il y a des choses à faire et tout, il y a quand même des objectifs dans le jeu.
Mais il y a une bande-son qui est géniale. Alors, quand on aime par exemple le rap old school comme Driss, je retrouve des déteste. morceaux. Ouais, bien sûr, t'as raison, on écoute les mêmes. Donc, comme ça, pour le coup, ouais, on retrouve des vieux morceaux. Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie bande-son sympa. C'est fun, et quand on a 5-10 minutes et qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on a du travail et tout, bah, finalement on a un truc très sympa. Voilà. C'est sur Xbox et ça vaut. Ça vaut quand même 70 €, je crois. Ce qui sont les prix. C'est le prix, hein, il me semble. C'est pas donné, mais c'est le prix. C'est comme ça. C'est voilà. Driss, un petit, tiens, on va commencer par quoi? Par cette chose ronde qui Ça. est sur. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un GPS pour scooter. Ça ressemble à un rétroviseur de scooter. C'est l'idée, hein, tu mets ça sur le montant de ton rétroviseur, donc c'est disponible à les coques, tu peux les changer, il y a différentes couleurs. L'idée, c'est que c'est un écran déporté, donc tu as ton smartphone où il y a la carte, le logiciel. Qui est dans la poche. Qui est dans la poche, et donc ça fonctionne avec des gants, etc. Et tu as cet écran où tu as la navigation, tu vois les gens qui t'appellent, etc. C'est connecté en Bluetooth. L'intérêt, c'est que par rapport à un GPS moto, outre le design et le fait qu'il soit plus petit, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. C'est environ 170 € quand il faut compter plus de 340 € pour un GPS moto. D'accord. C'est étanche et donc ça fonctionne avec c'est joli, hein, et il y a plusieurs couleurs. Parce que si alors, tu as plusieurs couleurs, oui, de cache, là, de caoutchouc étanche, et tu peux modifier les fonds d'écran, etc. Magnifique. Juste en dessous. Alors juste en dessous, la semaine dernière, on a parlé de la Cox, on a encore reparlé de la Cox là aujourd'hui. Donc c'est Immortel Cox de Didier Gano aux éditions EPA. C'est un bouquin sur la Cox au travers des âges. Donc il y a plein de photos d'époque. On voit des trucs complètement fous, les hybrides. Il est un peu de travers le livre, voilà. Quand on essaye de voir, c'est plus comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est bien documenté. Il y a, si vous aimez un petit peu l'histoire, la voiture, la Cox, donc je disais au travers des âges. Moi j'ai trouvé ça très sympa comme bouquin. C'est vraiment bien fait, ça se lit tout seul. Donc c'est Immortel Cox aux éditions EPA. Et ça coûte, je vais vous le dire, 35 € si je me souviens bien. Oui, 35 €, c'est chez Chaîne Édition, Collection, Transport. On parlait d'Audi, moi j'ai juste une petite coque pour iPhone, alors ça ressemble à une coque classique. Ça a un petit avantage, c'est cette petite chose-là qui sert à charger son iPhone par induction. C'est compatible avec les systèmes QI, qu'on trouve de plus en plus dans les voitures justement, et également dans du mobilier aujourd'hui chez soi. Alors l'avantage, c'est que ça c'est pour iPhone 6 ou 6S, mais on peut brancher cette petite chose même sur ta télé portable là, qui est un gros iPhone, ou bien quand on l'a sur son iPhone, le retirer pour avoir une connexion filaire classique. Donc c'est plutôt pas mal, et pour un truc siglé Audi, c'est pas très cher parce que c'est autour de 45 €. C'est le prix d'une coque iPhone moins bien, je dirais. Donc bien, voilà. Sans induction. Voilà. Écoutez messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir d'être venus nous voir sur ce plateau. Cédric, tu reviens quand tu veux. Michel, salut à toi, à très vite. À bientôt et bonne année. Bonne année à tout le monde. Nico, à très vite aussi. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Benjamin en régie. On est en retard dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut à tous. Bye bye.